si c'est quelque chose qui est né avec ta volonté de témoigner sur la question palestinienne, ou si tu écrivais déjà avant. Et ma deuxième question serait pourquoi en fait tu écris en anglais? Pourquoi tu as décidé d'écrire en anglais? Puisque je crois que le livre a été traduit de l'anglais au français. Et pour finir, je voudrais savoir si tes chroniques, elles sont aussi lues en Palestine, puisque je sais qu'elles sont diffusées sur beaucoup de médias étrangers. Et je voulais savoir si, en fait, il y avait quand même tes chroniques étaient lues en Palestine. Ok. Moi, j'écris depuis très longtemps. J'ai commencé l'écriture à l'école. J'ai commencé les collègues, les étudiants à l'école, ils m'ont confié écrire leur plainte contre l'administration. Alors je savais depuis longtemps que je peux écrire dans une façon qui est convaincante. Il peut communiquer bien avec les gens. Même quand j'étais à l'âge de 13, 14, j'ai publié des choses, quelques chroniques dans un journal pour les étudiants en arabe, au niveau de l'école. J'ai commencé l'écriture en anglais parce que je voulais communiquer avec l'autre. Et pour écrire et expliquer des choses qui sont évidentes pour les Palestiniens. Alors, moi, j'écris en arabe et j'écris en anglais, mais les thèmes sont différents. Les choses que j'écris en anglais, elles sont presque évidentes pour les Palestiniens. Alors maintenant, toutes mes productions en arabe, soit dans des interviews télévisées, des interviews sur la radio, elles provoquent des thèmes différents que les thèmes que je provoque avec l'Occident, à travers mes écritures en anglais. Et pour moi, l'écriture, c'est pas seulement parce que je veux être un témoin. Il y a, en fait, pour dire la vérité, il y a des motivations plus narcissiques et égocentriques pour moi. Et là, c'est douloureux, c'est une expérience douloureuse de ne pas avoir des mots pour les sentiments et pour les idées. Alors je fais ça pour l'écriture. Pour moi, c'est un moyen d'exprimer mes sentiments, de régulariser mes sentiments et mes pensées. Je le fais pour motivé par cet enjeu de sentir mieux. Et oui, c'est une façon de communiquer avec l'autre et c'est une obligation et responsabilité de témoigner pour les expériences des autres. Parce que mon travail comme médecin, mon travail comme psychiatre, ça me fait très proche des expériences très, très intimes et très douloureuses pour les gens. Alors ça me donne plus de matière, plus d'obligations. Et moi j'ai beaucoup plus de sujets sur lesquels je peux écrire que le temps que j'ai pour écrire. J'espère que je puisse trouver le temps pour développer cette expérience d'écriture. Et lorsque tu écris, est-ce que tu as des rituels? C'est-à-dire est-ce que tu vois, parce que souvent, en fait, j'ai vu quand tu es dans les moments où on parle beaucoup de la question de la Palestine, qui est quand même le sujet de tes livres, mais on parle rarement de ton écriture en elle-même. C'est-à-dire comment tu écris, parce que du coup, c'est te parler de toi aussi comme une écrivaine, parce que tu es quelqu'un qui écrit. Du coup, est-ce que tu as besoin de certains nombres de cadres quand toi tu te mets à écrire? Peut-être c'est le grand défaut que j'ai dans l'écriture. Moi, j'ai pas de rituel. Et je donne pas, je fais pas le temps pour écrire. Et normalement, mes écritures sont motivées par l'intensité émotionnelle que j'ai par rapport aux événements en Palestine. Je remarque
quand il y a plus des événements politiques qui apportent la frustration, les difficultés pour les Palestiniens, j'écris plus. Pendant la guerre à Gaza, par exemple, en 2014, j'ai écrit beaucoup. Et quelquefois, quand c'est très très intense ou dangereux, j'écris moins. J'écris souvent dans l'avion. Je voyage beaucoup. Alors, dans l'avion, j'ai besoin de cette un peu des opportunités d'introversion pour écrire. Et comme je travaille souvent avec les gens, j'ai pas ça. J'ai très peu des opportunités pour cette introversion pour l'écriture. Souvent, j'écris à la fin de la journée de travail, à 11 heures le soir, à minuit. Pendant la guerre, normalement, je dors moins, j'écris plus. Et peut-être maintenant, j'ai plus de motivation pour créer les conditions pour écrire, de mettre du temps dans la planification du mois, de ma semaine, pour créer le temps pour écrire. Je trouve ça important. Et dernière question sur l'écriture, est-ce que tu es une écrivaine qui écrit beaucoup premier jet? Je ne sais pas si tu comprends en français. C'est en fait, tu écris et tu corriges très peu. Tu vois, c'est que tes textes ressemblent beaucoup à ce que tu écris du premier coup, ou toi, tu travailles beaucoup ton écriture? Je ne travaille pas beaucoup mes écritures. Du coup, les textes que nous on lit, c'est des textes que tu as presque écrits en une fois, comme ça. Et normalement, c'est ce que je fais. Et normalement, j'ai peur de relire mes écritures. J'écris et j'envoie à l'éditeur. L'éditeur peut faire quelques changements et il envoie les textes. Et avant la révision de ce livre, et avant la révision de quelques textes que j'ai relus pour le film, j'ai même pas relu les choses que j'ai écrites. Mais je prends le temps de développer l'article avant de me mettre à l'écriture. Par exemple, normalement mes écritures elles sont incitées par une observation ou une interaction que j'avais avec les gens, une interaction. Et je me trouve souvent en train de penser de cette interaction ou de cette observation. Et quand je conduis, quand je prends une douche, je pense de cette observation et ça donne beaucoup de soulagement quand je exprime ça sur papier. Quand j'écris ça donne beaucoup de soulagement. Et il y a une joie spéciale pour quand je termine l'écriture. Ça me fait de joie et ça m'encourage. C'est la comment on dit, la reward, la gratification la plus importante pour moi. Cet soulagement des émotions difficiles quand je termine un texte. Moi, j'ai peut-être une question. Par exemple, une des dimensions de ton écriture qui m'a plu, quand j'ai découvert tes textes, c'est le fait que même dans les moments de crise, de massacres, d'attaques sévères d'Israël sur les Palestiniens, généralement, limite structurellement, tu terminais tes textes par des perspectives, toujours des perspectives de libération. Il n'y avait jamais de fatalisme ou jamais d'horizon bouché. Alors du coup, est-ce que c'est... Et c'est pas quelque chose... ça faisait pas non plus quelque chose d'angélique. Tu comprends, Angélique ? Est-ce que c'est quelque chose... tu te forces à terminer sur des perspectives de libération ? Quel est le statut de tes conclusions, justement, de tes fins de texte ? Je pense que mes écritures me ressemblent beaucoup. Moi, je ne suis pas loin de la réalité qui peut être
sombre. Mais malgré ça, je peux composer d'un sens des expériences sombres où il y a une lumière aussi. Il y a des moments difficiles, il y a la fatigue, mais il y a l'espoir. C'est ça qui me donne l'énergie, c'est ça qui me motive tous les jours dans le travail, dans la vie, dans l'interaction avec les gens. Et mes écritures, elles sont un produit de cette fabrique intellectuelle, émotionnelle que j'ai dans ma tête. Je ne me force pas pour charger la réalité d'un espoir que je ne vois pas vraiment. C'est ma façon à lire la réalité. Je pense que c'est le sens que les gens peuvent fabriquer de leur expérience qui donne l'espoir et la signifiance de leur réalité. Malgré la... Et je ne pense pas que je suis différente que la plupart des Palestiniens. C'est quelque chose de très répandu parmi les Palestiniens. Il y a des gens qui subissent des réalités très difficiles, très sombres, mais il ne manque pas la motivation pour aller vers le futur avec beaucoup d'espoir. Est-ce qu'il y a des auteurs ou des autrices qui t'ont marqué, que tu considères qu'ils font partie un peu de... où tu te situerais dans leur héritage, aussi bien sur le fond que la forme en fait? Enfin, est-ce qu'il y a des auteurs et des autrices importants pour toi? Quand j'avais le temps de lire, j'ai fait moi. Maintenant, j'ai très peu de temps pour lire. Mais quand j'avais le temps de lire, j'ai beaucoup aimé de lire la poésie arabe. Al-Mutanabbi, Ahmed Shawqi, Nizar Qabbani. Et j'ai pas mal de lectures dans la littérature psychologique, surtout la littérature psychologique qui est développée dans un contexte d'occupation, colonisation, violence comme le nôtre. Frantz Fanon, Paulo Freire du Brésil, Ignatius Barou, Martin Barou, et ce genre de littérature. Mais je pense que mes écritures, il est influencé par ce que j'écoute plus que ce que je lis, par les interactions que j'ai avec les gens. Il y a beaucoup de matière là-bas, il y a beaucoup de ressources, beaucoup d'inspiration que je peux obtenir de cette interaction. Et je ne peux pas nier que je suis aussi influencée par les légendes, par les racontes que mes grands-parents, mes grandes-mères m'ont fait quand j'étais petite. C'était une source très importante pour moi. En quoi est-ce qu'elles influencent aussi beaucoup les Palestiniens aujourd'hui, ces récits, cette histoire orale? Oui, je pense les histoires. Je pense que la grande influence, c'est pas seulement parce que ce récit arrive des gens qu'on connaît, dans lesquels on a une confiance, les grands-parents, la grand-mère, mais aussi les récits, il n'est pas très loin de notre réalité. Il y a beaucoup de répétitions dans notre réalité qui rappellent les histoires qu'on a entendues de grands-parents. Toutes les histoires
de la Nakba, la guerre de 67. Même les plus vieilles, ils peuvent raconter les histoires qu'ils ont entendues de leurs parents ou grands-parents sur la vie pendant l'époque ottomane et les difficultés de la guerre, d'être obligés à participer dans une guerre qui n'était pas pour leur intérêt. L'intérêt des fermiers affamés qui ont vécu une vie très difficile pendant cette époque. Alors cette continuité, cette ressemblance dans le récit et la réalité, il fait beaucoup de sens pour les Palestiniens.